Nous sommes dans la mairie de Saint-Barthélemy, une petite commune au bord de l'Adour, pour faire connaissance avec un peintre qui s'appelle Pierre Baudard. Donc ces tableaux vont nous permettre d'une part de rentrer dans la psychologie du peintre et deuxièmement de voir que ces peintres ont véritablement des petits trucs pour que ça marche. C'est-à-dire comment conduire votre regard, comment vous amener à voir précisément sur une toile ce que l'artiste désire vous montrer. Donc tout ça, ça va être une petite occasion de le voir devant des tableaux qui, ma foi, quand même venant d'un prix de Rome, sont pas négligeables. Donc, vous êtes à Venise, si vous y êtes allé un jour, on ne peut qu'être frappé par cette lumière très particulière de Venise, qu'on appelle une lumière mouillée. Et également, le grand canal et l'artère de Venise, donc souvent également, peintre ou quiconque a envie de le présenter. Donc, petit défi pour Pierre Baudard, faire en sorte que ce tableau, cette porte qui vous ouvre sur Venise, marche. Donc, ce qu'il va faire, c'est placer au centre du tableau. Vous serez inévitablement attiré par cette masse un petit peu plus sombre, les paliers qui permettent d'amarrer les gondoles. En même temps, il place le spectateur, il le bloque littéralement sur la jetée, en ton très clair, et autour de cette masse des paliers un petit peu sombres, il va travailler en verticale, qui sont là aussi d'ailleurs pour bloquer votre regard, et à partir de ça, il va monter dans des tons beaucoup plus clairs. Il va également utiliser ces paliers, cette masse un petit peu sombre, pour faire fonctionner votre œil de manière à ce qu'il puisse faire le point. Donc d'ailleurs, derrière les paliers, toujours en teinte sombre, passe une gondole, et c'est ce qui vous permet de mesurer la profondeur en fait, qui existe dans le Grand Canal. Ensuite, c'est simple, enfin simple quand on est un prix de Rome, on va doucement graduer les teintes, donc une eau un petit peu verte, verte mélangée d'ocre pour le Grand Canal, et lentement, en fait, il va monter vers des tons beaucoup plus clairs, un beige plus soutenu au niveau du piano nobilé, c'est-à-dire de l'étage noble des palais, jusqu'à quelque chose de beaucoup plus clair, pratiquement d'ailleurs un blanc roux, puisque c'est là que le soleil, en fait, vient frapper les façades, et de là, on monte jusqu'au ciel, d'un ton bleu très clair à turquoise, qui d'ailleurs fait un rappel de toute la partie de l'eau du Grand Canal. Donc l'ensemble marche très bien. Vous avez à la fois la profondeur de champ du Grand Canal, cette lumière très particulière à Venise, et on peut pratiquement, on voit qu'il a également travaillé un petit peu les ondulations de l'eau, on sent pratiquement le vent faire frémir l'eau de la lagune. Donc il a réussi sa mission, c'est-à-dire vous faire rentrer littéralement dans une profondeur de paysage. Deuxième exercice de style, après le canal à Venise, aux environs de 1910, là vous vous trouvez devant la Tuilerie à Biodos, donc à quelques kilomètres de Saint-Barthélemy d'ailleurs. Donc comme Pierre Baudard veut développer cette idée que l'atmosphère est très sympathique à Saint-Barthélemy, il va placer le spectateur et son point de vue de manière différente. D'abord plus haut que dans le Grand Canal à Venise. On va dominer littéralement cette petite vallée que l'on voit derrière. Pour rendre l'atmosphère sympathique, rien de mieux qu'une charmante jeune fille, ce qui est le cas. Donc il va placer une dame au premier plan du tableau, qui est en l'occurrence sa femme, qui l'accompagnait souvent lors de ses vacances à Saint-Barthélemy. Et ensuite, une verticale à gauche, votre regard est bloqué. Une verticale similaire avec un joli jeu de lumière sur les troncs d'arbres à droite. Vous ne pouvez que vous centrer sur la partie du tableau qui représente une architecture orientaliste, c'est la Tuilerie à Biodos, qui avait été réalisée en 1860 par Maurice Trubert, qui était ambassadeur de France en Turquie. Une petite folie ottomane qui a forcément intéressé Pierre Baudard. Donc il place, on voit d'ailleurs ces créneaux un petit peu orientalistes de la Tuilerie, il nappe l'architecture d'une lumière légèrement atténuée par les frondaisons, et ensuite également par strates, le vert de la forêt, le bleu un petit peu plus loin de la montagne. Il va réaliser ce qu'on appelle une perspective atmosphérique, qui est connue depuis le XVIe siècle. Quand vous dominez un paysage, au premier plan,
les teintes sont bien définies et les contours sont également bien réalisés. Un petit peu plus loin, les couleurs sont plus délayées et les contours deviennent nettement plus flous. Et vous restez centré sur cette image, puisqu'également, il a eu la bonne idée de napper par les frondaisons la partie supérieure du tableau, qui fait que forcément, vous ne pouvez qu'être aimanté en quelque sorte par cette architecture et cette atmosphère solaire qui rend en fait les environnements et les alentours de Saint-Barthélemy très agréables. Alors, nous sommes maintenant dans l'église de Saint-Martin-de-Seignance, à quelques kilomètres en fait de Saint-Barthélemy. Alors là, on va découvrir un autre exercice de style, donc différent du travail qu'on a vu avec Pierre Baudard. Donc, vous êtes un peintre classique, vous vous appelez Rodolphe Julian, et pour être honnête, vous vous inspirez fortement d'un travail qui existe au Louvre de Prudhon. Vous devez livrer un tableau religieux, en l'occurrence ici une descente de croix. Problème. Une descente de croix, c'est un corps inerte. Comment animer un tableau, le rendre, on va dire, gustatif sous les papilles de ceux qui le visualisent? Donc vous prenez le tableau et vous n'allez pas placer le corps du Christ au centre. Vous allez légèrement le décentrer vers la droite. Une forte lumière, vraiment on dirait un spot lumineux, va éclairer le corps du Christ. Ce n'est pas un corps émacié qu'on peut voir par exemple dans les œuvres du Moyen-Âge. Là c'est un corps, on va dire, quasiment athlétique. C'est le Christ qui a encore sa partie totale d'humanité. Et sur ce corps, vous allez poser cette lumière très forte. Donc en fait, vous installez une dramaturgie. Le spectateur va forcément avoir envie de parcourir le tableau et de voir quelle est cette mise en scène dramatique. Donc on va également aussi, pour le corps du Christ, non pas le faire longiligne et en une seule ligne, mais on va le rendre légèrement ondulant. C'est étonnant, le corps du Christ est serpentin, tout simplement parce qu'il est bien évidemment suspendu par les mains, mais le corps, la partie de la cage thoracique va être projetée en avant, tandis que l'arrière du bassin va se creuser. Donc vous installez en fait une ligne sinueuse. Au bas de cette ligne, vous allez, parce qu'effectivement il faut animer l'espace, donc on a un coin un petit peu à l'extrême droite qui est vide, vous allez poser là un contrepoint féminin, c'est la Madeleine, la fameuse Madeleine des Écritures. Alors elle a une attitude d'ailleurs qui est beaucoup plus ronde et qui accompagne la sinuosidale du corps du Christ. Elle va en fait avoir une attitude plus prostrée, la main entourant les pieds du Christ. Au bas de la croix, un tas de pierres. Donc une mise en scène très simple. Au niveau des couleurs, une gamme qui va d'un ocre clair à quelque chose d'un peu plus gris, un corps du Christ très blanc. Donc c'est un tableau qui marche très bien. Cette dramaturgie s'est installée. Sauf que le petit anachronisme, et quand on voit le tableau, on n'y prête pas du tout attention. Si on lit correctement les Saintes Écritures, le Christ en fait est sur une croix. Donc on va dire en gros entre 1 mètre et 1,50 m du sol pour ses pieds. Or quand on regarde le tableau, très étonnamment, le suppadénéum, bon, ce qui est le mot un petit peu classieux pour dire le repose-pied, est en gros à 50 cm du sol. Donc c'est véritablement un anachronisme et pour cause la Madeleine n'aurait pas pu être prostrée au pied de la croix si ça n'avait pas été le cas. Et pourtant, si on ne vous le fait pas remarquer et que votre regard rentre et suit la composition du tableau, ça marche parfaitement. Comme quoi, quand on est un peintre classique, on peut vous faire passer une liberté, on va dire quand même par rapport aux écritures, et votre œil va l'enregistrer sans même y faire attention. C'est ça justement un petit peu le savoir-faire des peintres classiques.